Bonjour tout le monde. Ce cours s'adresse plus particulièrement au groupe 1 qui n'a pas assisté au cours que je n'ai pas donné puisque j'étais absent à ce moment-là, qui concerne le début de la guerre froide. Donc je dirais, combler un vide qui se trouve donc qui existe pour le groupe 1. Donc, je reprends ce que j'avais dit précédemment, mais très très rapidement. Nous sommes dans la 4ème République, au début de la 4ème République. Et grand 1, la République des partis, cela nous l'avons déjà traité avec le départ de De Gaulle. Départ de De Gaulle qu'il aborde dans les mémoires de guerre que j'avais lus, je n'y reviens pas. J'avais ensuite évoqué rapidement le parcours de De Gaulle avant la Seconde Guerre mondiale, avant l'appel du 18 juin 1940. Et dans un petit 2, j'avais présenté le discours de Bayeux, au cours duquel De Gaulle avait présenté ses idées constitutionnelles. Le discours de Bayeux, c'est la seconde fois qu'il va à Bayeux, à l'invitation du maire, c'est le 16 juin 1946. Dans les idées de De Gaulle, c'est simple à résumer, il est pour un renforcement du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif ne doit pas découler du pouvoir législatif. Donc, il y a un désaccord sur les institutions. Et il crée également le RPF, le Rassemblement du peuple français, qui ne conçoit pas comme un parti, mais comme un mouvement. Et le voici donc au cours de ce discours. Il présente donc ses idées institutionnelles et il crée donc le RPF qui se présente aux élections municipales d'octobre 1946. Et le RPF a un grand succès à ces élections puisqu'il emporte 13 villes, 13 grandes villes, où les gaullistes sont à la direction de ces villes. Mais très rapidement, un certain nombre de ses partisans acceptent de participer aux divers gouvernements de la 4ème République. De Gaulle les désavoue et il met fin au RPF. Et il se retire à Colombey les deux églises. C'est ce que les gaullistes appellent la traversée du désert. Donc cela, nous l'avions vu. Donc voilà, rappelez ce que j'avais dit à ce moment-là. Les élections municipales, c'est d'octobre 1947, 13 grandes villes. Colombey les deux églises, la traversée du désert, et nous en arrivons au tripartisme, du tripartisme à la troisième force. Le tripartisme, vous le connaissez déjà. Le tripartisme, c'est l'union des trois partis qui ont participé à la résistance à des titres divers, le Parti communiste, le Parti socialiste SFIO, et un nouveau parti, le MREP, Mouvement des Républicains Populaires, qui est un parti démocrate chrétien. Mais en France, on n'avance pas, je dirais, sa croyance religieuse dans l'énoncé du nom d'un parti. Donc, c'est le MREP, Mouvement des Républicains Populaires. Le gouvernement, c'est un gouvernement provisoire encore, parce que la Constitution n'est pas encore adoptée. Donc le premier projet a été refusé, donc il y a un second projet qui est à l'étude, et le gouvernement est confié, après le départ de De Gaulle, à Paul Ramadier. Paul Ramadier, c'est un socialiste. Son parti n'est pas le plus puissant. Il se trouve en position médiane, politiquement, entre, à sa gauche, les communistes, et à sa droite, le MREP. Donc position stratégique extrêmement favorable. Dans le contexte de la libération, le Parti communiste propose au Parti socialiste l'unité organique, c'est-à-dire qu'il propose aux socialistes de se fondre dans un seul et unique parti qui aurait pour base, de fait, le Parti communiste, mais qui pourrait avoir un autre nom, bien entendu. Donc c'est l'unité organique. C'est quelque chose qui a été proposé à tous les partis communistes d'Europe de l'Est. Mais en Europe de l'Est, l'armée rouge était présente. Elle avait libéré ces pays, mais ensuite elle était restée. Un libérateur, il libère, puis après il s'en va. Là, l'armée rouge était restée. Et donc, l'URSS va imposer dans ces pays son modèle qui a été pensé par Staline, c'est-à-dire nationalisation des biens de production et d'échange et monopole politique d'un parti, le Parti communiste, qui peut avoir des noms différents, bien entendu.
Donc cela a été réalisé en Europe de l'Est. Que se passe-t-il en France? Eh bien en France, les nouveaux adhérents du Parti socialiste, sont portés par le sentiment très fort d'unité de la résistance, d'unité des partis qui se reconnaissent dans la résistance. Mais les vieux militants et les élus aussi se souviennent de ce qui s'était passé avant le Front populaire. Et à cette époque-là, le Parti communiste était dans la stratégie de classe contre classe. Et les socialistes étaient, je dirais, des social-traîtres. C'était des insultes qui étaient émises à leur encontre. Et ils s'en souviennent. Et donc, ils sont contre cette unité organique. Finalement, l'unité organique ne se fera pas. Mais ce qui se fera, c'est l'unité d'action. Ne pas confondre l'unité d'action, qui est une alliance politique entre des éléments différents, et l'unité organique, où il y a un seul parti qui regroupe l'ensemble des militants. Donc, pas d'unité organique, mais unité d'action. Ramadier, également, va être confronté à un contexte extrêmement difficile, avec des pénuries. Donc, on fait la queue devant les magasins, devant les boulangeries en particulier. Il y a également le marché noir, parce qu'à partir du moment où il y a des pénuries, il y a du marché noir. Il y a une très forte inflation, les prix augmentent rapidement et les salaires sont toujours à la poursuite des prix. Or, n'oublions pas qu'on est en pleine bataille de la production et que la bataille de la production repose en grande partie pour refaire la base de l'économie sur la classe ouvrière. Une classe ouvrière qui souffre parce qu'elle a faim. Les ruraux sont mieux nourris que les urbains. Donc elle souffre de ces pénuries, mais en même temps, ses revendications sont contenues, sont canalisées, contenues par la CGT, qui est liée de fait, au Parti communiste français, en tout cas à ce moment-là. Et donc, la bataille de la production est à l'ordre du jour, mais les salaires, eux, n'augmentent pas. Pour l'instant, le tripartisme fonctionne, jusqu'à ce qu'ait lieu la rupture. Alors, la rupture, est-ce qu'on peut la dater? Alors, on peut en voir les signes avant-coureurs. Les signes avant-coureurs, lorsque, par exemple, les communistes, le 19 mars 1946, refusent les crédits militaires. Ces crédits militaires sont destinés au corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, pour parler clairement, en Indochine. Donc, les communistes refusent ces crédits militaires. Et ils sont les seuls à les refuser. Donc, ils sont un petit peu mis sur la touche, si vous voulez, par rapport aux autres partis. Mais la vraie rupture a lieu le 27 avril 1947, lorsque est déclenchée une grève chez Renault. Une grève chez Renault déclenchée par des éléments trotskistes. Entre les communistes et les trotskistes, le moins qu'on puisse dire, c'est que les oppositions sont fortes. N'oublions pas que Staline a fait assassiner Trotsky à Mexico. Donc, il y a un contentieux qui est très lourd entre eux. Mais la CGT, liée au Parti communiste, n'envisage pas, ne veut pas qu'il y ait, je dirais, des revendications qui apparaissent sur sa gauche. Et que fait-elle? Eh bien, elle prend en compte les revendications qui sont avancées par, au départ, ce groupe trotskiste. Et donc, c'est la grève chez Renault à Boulogne-Billancourt. Alors, cette photo est un petit peu floue, on voit les pixels, elle n'est pas très bonne. Bon, peu importe, on voit quand même l'essentiel. Nous voulons manger, voit-on au premier rang, de ces ouvriers qui sont en grève et qui demandent leurs 10 centimes. 10 centimes avec l'unité d'action. C'est l'unité d'action. Et on voit des mots comme le pain, comme grève. Donc, il y a, je dirais, ce qui empêchait jusqu'à maintenant les revendications, tout cela a volé en éclats. Et voici une photo qui est de meilleure qualité, bien entendu, où on voit l'unité d'action, même chose, nous voulons manger, grève, pain, ce sont les mêmes revendications que sur la photo précédente. Donc c'est un coup de semonce. Alors que font les députés communistes, les ministres communistes, pas députés, ils sont députés bien sûr, mais ils sont ministres surtout, les ministres communistes qui sont au gouvernement Ramadier?
Eh bien, les ministres communistes soutiennent la CGT. Mais en même temps, ils sont dans le gouvernement. Or, le gouvernement est pour le blocage des salaires. Pourquoi est-il pour le blocage des salaires? Tout simplement parce qu'en bloquant les salaires, il veut diminuer la masse monétaire. Et en diminuant la masse monétaire, il veut lutter contre l'inflation. Donc, évidemment, les ouvriers, eux, ont des salaires qui sont à la remorque des prix, et donc ils revendiquent des augmentations de salaire. Et maintenant, il n'y a plus ce frein qui existait auparavant. Donc les ministres communistes veulent à la fois rester dans le gouvernement, où existe en principe la solidarité gouvernementale, et en même temps, ils soutiennent la CGT, qui est pour une augmentation des salaires. Donc d'une part, blocage du gouvernement, et d'autre part, augmentation demandée par les salariés. Autrement dit, ils sont dans une contradiction majeure, et ils choisissent de soutenir la CGT. Évidemment, c'est intenable à long terme, tant et si bien que Paul Ramadier décide par décret de les démettre de leur fonction. C'est pratiquement du jamais vu, puisque un ministre, lorsqu'il n'est pas d'accord, ça ne démissionne pas, je dirais, ou plus exactement, un ministre n'est pas démissionné. On ne le met pas, je dirais, hors de ses fonctions par un décret. Il démissionne. Il démissionne parce qu'il est en désaccord, ce qui est une façon en même temps de faire de la politique, bien entendu. Et là, c'est Ramadier qui, par décret, met fin à leurs fonctions. Donc, on peut considérer que c'est le début. Mais les ministres communistes pensent que c'est un mauvais moment à passer, que l'unité d'action va reprendre, qu'à nouveau ils participeront au gouvernement. Or, ce qui se passe, c'est qu'ils ne reviendront pas au gouvernement avant de très nombreuses années, avant que Mitterrand ne fasse rentrer quelques ministres communistes dans son gouvernement en 1981. Donc, pendant toute cette période, il n'y a pas de communistes au gouvernement. Mais c'est le moment également où la guerre froide va commencer à travers trois faits majeurs. Trois faits majeurs, et je vais revenir sur les revendications des ouvriers, bien entendu. Alors, ces faits majeurs, c'est, je dirais, d'abord un discours du président Truman. Car Roosevelt est mort, il est mort le 12 avril 1945, et il est remplacé par son vice-président, Harry Truman. Harry Truman fait un grand discours dont je vais vous lire un passage, qui est le passage le plus connu, le plus célèbre. Alors le voici. Les peuples d'un certain nombre de pays du monde se sont vus imposer, récemment, des régimes totalitaires contre leur propre volonté. Bien entendu, régime totalitaire, Truman vise l'URSS, où il y a le monopole d'un seul parti. Le gouvernement des États-Unis a élevé de fréquentes protestations contre la coercition et les procédés d'intimidation employés, en violation des accords de Yalta, en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie. Donc dans ces trois pays, les accords de Yalta n'ont pas été respectés. Il ajoute « Je suis obligé de déclarer que de semblables tentatives ont eu lieu dans un certain nombre d'autres pays. » Au moment présent de l'histoire du monde, presque toutes les nations se trouvent placées devant le choix entre deux modes de vie. Et trop souvent, ce choix n'est pas un libre choix. Et voici donc le passage le plus connu. L'un de ces modes de vie est basé sur la volonté de la majorité. Ses principaux caractères sont des institutions libres, des gouvernements représentatifs, des élections libres, des garanties pour la liberté individuelle, la liberté d'expression de religion et pour être libre de toute opposition politique. Autrement dit, ce régime, c'est le régime de la démocratie. Et les États-Unis se posent en modèle. Ils conçoivent la démocratie selon leur modèle. Le second mode de vie est basé sur la volonté d'une minorité imposée à la majorité. Il s'appuie sur la terreur et l'oppression, sur une radio et une presse contrôlées, sur des élections dirigées et sur la suppression de la liberté individuelle.
ce qui, globalement, bien entendu, est vrai. Je crois que les États-Unis doivent pratiquer une politique d'aide aux peuples libres qui résistent actuellement aux manœuvres de certaines minorités armées ou à la pression extérieure. Autrement dit, pour maintenir la démocratie, les États-Unis sont prêts à aider les peuples libres et les peuples qui devraient rester libres. Je crois que notre aide doit se manifester en tout premier lieu sous la forme d'une assistance économique et financière indispensable à la stabilité économique et au fonctionnement régulier des institutions politiques. Cette aide, c'est ce qu'on appellera le plan Marshall. Il continue. Le monde n'est pas statique et le statu quo n'est pas une chose sacrée. Mais nous ne pouvons permettre que l'on change le statu quo en violation de la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies qui a été adoptée récemment. En employant des méthodes telles que la coercition ou des moyens détournés tels que l'infiltration politique. En aidant les nations libres et indépendantes à maintenir leur liberté, les États-Unis mettront en œuvre les principes de la Charte des Nations Unies. Autrement dit, pour Truman, il y a deux mondes qui se font face. Un, le monde de la démocratie, ce sont les États-Unis d'Amérique du Nord qui se posent un exemple, et un autre monde, le monde qui est dirigé par l'URSS, où règne un régime autoritaire, dictatorial, totalitaire, et où la totalité de la société est contrôlée par un parti unique. Alors voilà, si vous voulez, le premier moment fort. Mais revenons en France. En France, il y a deux grandes forces politiques qui sont opposées à la 4ème République. Ces deux grandes forces politiques, c'est d'une part le Parti communiste français, qui va peu à peu entrer dans la guerre froide, on va voir dans quelles conditions, et donc qui est contre la 4ème République, puisqu'il soutient le camp soviétique, on va voir comment, et l'autre grande force politique, c'est le RPF, ou les gaullistes, aussi longtemps qu'existe le RPF, bien entendu, qui mène une campagne anticommuniste, qui dirige 13 grandes villes depuis 1947, on vient de le voir, et qui condamne les institutions de la 4ème République. Donc vous avez d'une part les communistes et les gaullistes, qui pour des raisons différentes ne soutiennent pas le régime. Alors qui soutient le régime ? Eh bien, soutiennent le régime les radicaux, le MREP, la SFIO, et tout ce qui peut rester de la droite ou de petits partis qui se situent à gauche, comme par exemple l'UDSR, l'Union démocratique et socialiste de la résistance. Donc, la troisième force va s'ingénier à trouver un moyen d'avoir la majorité, même si elle ne l'a pas toujours. Parce que les communistes et les gaullistes constituent une très grande force, et parfois représentent, je dirais, une majorité. Donc comment être majoritaire quand on risque d'être minoritaire, ou que parfois on est minoritaire? C'est ce qu'on appellera la troisième force. Bien entendu, nous y reviendrons le moment venu. Alors, cette troisième force est représentée par trois personnes, trois hommes politiques et syndicaux, trois hommes donc, qui sont un petit peu emblématiques. Le premier d'entre eux, c'est Guy Mollet. Guy Mollet qui n'est pas encore au pouvoir, au moment où se développent avec beaucoup d'ampleur les grèves de l'automne 1947. Parce que Renault n'était que un signe avant-coureur. Et à partir de l'automne 1947, on va voir pourquoi, la CGT se lance totalement dans la grève. Et le gouvernement va réagir, je dirais, en utilisant tous les moyens qui sont à sa disposition, y compris l'armée. L'armée, comme on le voit ici, intervient. Et ces grèves sont des grèves extrêmement violentes. Certains historiens se sont demandé si la situation ne pouvait pas être qualifiée de révolutionnaire. En tout cas, les grèves avaient une tendance révolutionnaire.
Ces grèves, elles touchent tous les centres industriels. En particulier, il y a des affrontements qui sont violents à Toulouse, à Rouen, à Orléans. Et le 3 décembre 1947, dans la nuit, il est 22h55, un train postal qui va de Paris à Tourcoing, train postal mais qui a également des wagons de voyageurs. Ce train postal déraille. Pourquoi déraille-t-il? Parce que certains y demeureront à jamais inconnus. On ne trouvera pas qui sont les coupables de ce déraillement que vous voyez devant vous et qui a fait 20 morts et de nombreux blessés, dont un certain nombre de personnes dévissent un rail et lorsque le train arrive, ils voient le signal vert et pas rouge. Le signal aurait dû passer au rouge, mais il reste vert et donc il continue et il arrive jusqu'à l'endroit où le rail a été enlevé et il déraille. 20 morts. Autrement dit, on s'est demandé quels sont les auteurs, et là aussi, beaucoup de rumeurs ont circulé, des rumeurs que je ne reprends pas parce que de toute façon, on n'a pas de preuves et que les coupables n'ont pas été trouvés et donc n'ont pas été jugés. Donc, ce sont des grèves qui sont extrêmement dures, de chaque côté. De chaque côté, on intervient et de chaque côté, on veut remporter une victoire. Pendant ce temps, effectivement, vous avez les pénuries qui sont là. Voici une queue devant une boulangerie. Et vous avez Truman qui se trouve là sur la gauche, qui fait son fameux discours en disant que deux mondes s'opposent et il décide qu'une aide sera accordée à l'Europe, le plan Marshall. Le plan Marshall, c'est le plan qui est mis au point par le général Marshall que vous voyez ici. Donc, et l'URSS va réagir. L'URSS va réagir, elle réagit tardivement par rapport à la doctrine Truman et au plan Marshall. C'est la doctrine Jdanov. Nous sommes le 22 décembre 1947. Cela se passe en Pologne. Il y a une réunion de tous les partis communistes d'Europe de l'Est, le Parti communiste de l'Union soviétique, et les deux partis communistes les plus puissants d'Europe occidentale, le Parti communiste français et le Parti communiste italien. Et là, devant ces représentants des partis communistes, Jdanov, qui est l'idéologue de Staline, que vous voyez ici sur la photo, à côté de Staline, vous reconnaissez bien entendu Staline, qui est sur la droite. Ensuite, vous avez Jdanov, que l'on voit très bien sur cette photo. Et donc, il développe l'idée que l'URSS représente le camp de la paix. Les États-Unis sont le camp de la guerre et l'URSS est le camp de la paix. Et les partis communistes italiens et français sont invités très fermement, même mis en accusation, parce qu'ils ne sont pas dans le bon camp, de soutenir donc l'URSS dans son combat pour la paix. Donc on peut dire qu'à partir de ce moment-là, la guerre froide vient de commencer. Elle vient de commencer et auparavant, le plan Marshall a été proposé aux pays d'Europe, à ceux qui veulent l'accepter. L'URSS va obtenir un refus de la part des pays qui sont sous son contrôle en Europe de l'Est, et l'Europe de l'Ouest va accepter le plan Marshall. Vous avez ici une affiche en faveur du plan Marshall. Vous voyez la Statue de la Liberté qui éclaire l'Europe et l'oncle Sam avec son chapeau et indiqué plan Marshall qui apporte là, c'est cimenter l'Europe autour des États-Unis d'Amérique du Nord. Mais voici d'autres affiches. Et la première sur la gauche, vous la reconnaissez, et sur la droite, vous avez une affiche contre le plan Marshall, avec cette idée qui va être développée. Non, la France ne sera pas colonisée. Les Américains d'Amérique. C'est l'idée que le Parti communiste a été le seul qui véritablement s'est opposé
à l'occupant. Il a eu 75 000 fusillés pour des lendemains qui chantent. Et après que les Allemands aient été battus, les États-Unis veulent coloniser l'Europe. Eh bien non, dit le Parti communiste, ils ne coloniseront pas l'Europe, nous sommes opposés au plan Marshall. Mais le plan Marshall va être accepté par l'Europe de l'Ouest pour la reconstruction. Et vous avez l'Europe de l'Ouest bien entendu, qui toute voile déployée va vers son avenir par une mer qui est un petit peu grosse, pas trop, mais surtout grâce à l'aide fournie par les États-Unis d'Amérique du Nord. Alors voici une représentation des pays qui acceptent le plan Marshall, avec également le montant des aides qui sont accordées. Vous voyez tout de suite que le pays qui a l'aide la plus importante, c'est le Royaume-Uni. Vous voyez cette colonne, c'est proportionnel à l'aide, bien entendu. Ensuite, vous avez la France, puis l'Allemagne de l'Ouest, la République fédérale d'Allemagne, et puis d'autres pays. Alors, plus précisément, voici les pourcentages dont chaque pays bénéficie. Alors, vous voyez que le Royaume-Uni, 24,3% de l'aide, la France, 21%, et ensuite, vous avez l'Italie, 11,3%, puis l'Allemagne de l'Ouest, 11,1%. Les autres ayant des quantités plus réduites d'aide nord-américaine. Et puis l'aide par produit. Donc vous voyez, surtout nourriture et des engrais, ensuite les matières premières, de l'énergie, des machines, des véhicules, et tout à fait à la fin, le tabac, parce que il y en a qui ne peuvent pas s'en passer. Voici une autre, un dessin, c'est une caricature, où on voit le monde divisé en deux. D'une part, le monde dirigé par les États-Unis d'Amérique du Nord, avec l'oncle Sam, qui tient à la main un revolver qu'il est en train de charger, et de l'autre, vous avez l'Est, avec en rouge, bien entendu, la faucille et le marteau, et vous avez, on peut imaginer un soldat de l'armée rouge qui est en train d'aiguiser un poignard, disons. Donc vous voyez déjà des armes rudimentaires du côté soviétique et des armes plus élaborées, mais dans la tradition western, donc du côté nord-américain. Voici une carte des pays qui acceptent et des pays qui refusent le plan Marshall. Alors bien entendu, vous avez des pays qui sont en rupture avec Staline, comme par exemple la Yougoslavie. Mais cela ne relève pas de notre champ, nous en avions parlé l'année dernière. Donc vous avez l'aide nord-américaine qui est constituée par des dons et qui est constituée également par des prêts. Des dons qui ne sont pas à rembourser, mais avec cet argent que les États-Unis acceptent de verser à l'Europe qui le demande, on achètera des produits nord-américains. Et puis il y a des prêts également. Et vous avez encore la quantité de produits dont bénéficie l'Europe. Une caricature nord-américaine. Alors voilà, on voit un ouvrier qui est en train de s'interroger. En fait, c'est le Congrès des États-Unis d'Amérique du Nord, qui reçoit une brique de Truman. Truman qui demande aux congressistes de voter le plan Marshall pour aider l'Europe. Mais en même temps, ce plan Marshall va séparer l'Europe en deux, ceux qui l'acceptent et ceux qui refusent. Ceux qui refusent, ce seront les pays sous la mouvance soviétique. Et bien entendu, c'est une caricature nord-américaine, et on voit que du côté est, c'est un char, mais en même temps la famine qui se profile sur ces pays. Mais en même temps, allègrement, les deux blocs décident de construire ce mur qui est symbolique. Il n'y a pas de mur à Berlin pour l'instant, mais attention, ne confondons pas, c'est une image. Donc voilà une caricature de nord-américaine qui représente l'Europe, et vous avez un sac de ciment, vous le voyez, à côté de Truman, avec le symbole du dollar. Et vous avez une grande cigarette également, avec un symbole du dollar. Une photo
qui a été prise dans la rue, bon, au cours d'une manifestation contre le plan Marshall. Manifestation donc communiste, puisque c'était les seuls à s'opposer au plan Marshall. Vous voyez qu'il y a des personnes qui sont favorables au plan Marshall. Et peut-être que du trottoir, quelqu'un a crié quelque chose. Donc, algarade entre les manifestants, certains manifestants, et ceux qui ont poussé peut-être un cri hostile. Et donc, tous unis dans la lutte, bon, d'accord, c'est une manifestation syndicale, mais vous avez en tête quand même à bas le plan Marshall. Alors, la troisième force, nous en avons parlé, et cette troisième force est symbolisée, je disais, par trois personnes qui sont des leaders à la fois politiques et syndicaux. Ces leaders sont emblématiques de la troisième force. Alors d'abord, nous avons Guy Mollet. Guy Mollet, c'était un professeur d'anglais à Arras. Avant la Seconde Guerre mondiale, il s'était fait connaître dans le syndicalisme enseignant. Il a été mobilisé au moment de la guerre, il a été fait prisonnier, il n'était pas le seul, il a été rapatrié pour des raisons sanitaires. Revenu dans sa ville d'Arras, il va entrer dans la résistance. Ce qui fait que, à la libération, il va devenir, je dirais assez naturellement, le maire d'Arras. Guy Mollet, c'est un homme d'appareil. Il devient secrétaire général de la SFIO en septembre 1946. Mais c'est un homme d'appareil et il est contre tout compromis au nom d'un marxisme orthodoxe. C'est-à-dire qu'il laisse les autres se compromettre, passer des compromis, parfois des compromissions. Vous voyez la différence entre compromis, la politique, c'est l'art du compromis. La compromission, c'est renoncer aux valeurs auxquelles on est censé croire. Donc, il évite de se compromettre dans des gouvernements où siègent des socialistes. Il laisse des socialistes aller dans les gouvernements, parce qu'il faut bien que la troisième force prenne corps. Il faut bien qu'elle arrive à avoir une majorité, même si cette majorité est un petit peu fabriquée, on va le voir. Et il va rester ainsi sur la marge jusqu'à ce que la SFIO soit en position véritablement de gouverner. Et il sera en position de gouverner après les législatives de 1956, des législatives qui sont absolument fondamentales, parce que la guerre d'Algérie a commencé depuis 2 ans, alors que la guerre d'Indochine s'est terminée depuis 2 ans, c'est-à-dire qu'on passe d'une guerre à l'autre. Et Guy Mollet a des idées, donc, par rapport à l'Algérie, pour faire la paix en Algérie. La fera-t-il? Nous le verrons. L'autre personne emblématique de cette troisième force, c'est Robert Schuman. Robert Schuman est plus âgé que Guy Mollet. Guy Mollet était né en 1905. Schuman est né en 1886. 1886, ça veut dire qu'il a fait des études de droit en Allemagne, parce qu'il est originaire de l'Alsace et du département de la Moselle, plus exactement du département de la Moselle, lui. Donc, ce qu'on appelle l'Alsace-Lorraine, qui avait été, je dirais, annexé par l'Empire allemand après le traité de Francfort de 1871. Donc, il fait ses études de droit en Allemagne. Et il devient avocat à Metz. Metz est une ville allemande, Nancy est française. Metz est allemande. Donc, lui, il vit dans le département de la Moselle qui a été annexé par l'Allemagne. En 1919, la France gagne la Grande Guerre et donc l'Alsace et la Moselle, le département de la Moselle, reviennent automatiquement, sans plébiscite, sans référendum, sans consulter les populations, parce qu'on considère que les Alsaciens sont français, point. On ne discute pas de cela. Donc, il devient député de la Moselle et il va garder ce siège jusqu'à la fin de sa vie. Il fait partie de la mouvance démocrate chrétienne,
Mais encore une fois, ce n'est pas l'étiquette que l'on met en avant, il est démocrate populaire. En fait, c'est un modéré. C'est un modéré qui a des idées sociales. Donc, c'est la deuxième personne emblématique, qui n'est pas dans le même parti que Guy Mollet, bien entendu, mais qui constitue cette mouvance qu'on appelle la troisième force. Puis nous avons Léon Jouot. Bon, la photo est un peu pixelisée, bon, mais on reconnaît quand même Léon Jouot, qui lui est encore un peu plus âgé. Il est né en 1879. On a considéré que c'était, entre guillemets, le pape du syndicalisme. Autrement dit, le syndicalisme, c'était avant tout Léon Jouot. Léon Jouot qui va travailler jeune, il n'aura pas la possibilité de faire des études, c'est un autodidacte. C'est un autodidacte qui se forme sur le tas. Et il se forme au départ, lorsqu'il est jeune, par le contact avec les anarchistes qui sont au sein de la CGT, Confédération Générale du Travail, qui est le syndicat qui s'est formé à la fin du XIXe siècle. Il y avait d'abord des unités syndicales dans chaque usine qui se sont fédérées, puis qui se sont confédérées pour aboutir à la Confédération Générale du Travail. En 1909, il devient secrétaire de la CGT. Secrétaire de la CGT, et il va le rester jusqu'en 1944. Donc il va le rester jusqu'en 1944, et c'est un homme qui est intelligent, on lui reconnaît unanimement cela, c'est un grand orateur, et c'est un homme prudent. Et ce n'est que parce qu'il a toutes ces qualités qu'il va rester à la tête de la CGT jusqu'en 1944. En 1914, il est favorable à l'union sacrée, malgré les critiques qui sont émises par certains au sein de son syndicat. Et il va progressivement vers un syndicalisme cohérent et assumé. Ce n'est pas un révolutionnaire, c'est un réformiste. Il est favorable à des réformes de structure, à la planification, et il reste secrétaire général de la CGT dans l'entre-deux-guerres. Je vous rappelle que dans l'entre-deux-guerres, la CGT, après le congrès de Tours, qui avait vu la naissance du Parti communiste, s'était scindée, s'était séparée en deux. Il y avait la CGT, qui était socialisante, qui constituait l'essentiel de la CGT. Il en est le secrétaire général. Et il y avait la CGT-U, qui voulait dire unitaire, qui était communisante, et qui était proche des partis communistes dans la stratégie de classe contre classe. Mais il est arrêté par les Allemands en 1943, car la CGT est dans la résistance. Donc il est arrêté en 1943, il est envoyé en déportation. Et lorsqu'il revient, car il revient, il trouve que la place est prise du secrétariat général par un communiste, par Benoît Frachon. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, il devient un opposant au sein de la CGT. En 1947, il est nommé président du Conseil économique et social. Et lorsqu'éclatent les grandes grèves de l'automne et de l'hiver 1947, Léon Jouot est quelqu'un qui demande qu'avant toute grève, il y ait un vote des adhérents. Et il va faire une scission, c'est-à-dire qu'avec les réformistes, il va créer un nouveau syndicat, et ce nouveau syndicat s'appellera Force ouvrière CGT, ou plutôt CGT Force ouvrière. Et en 1951, 3 ans avant sa mort, il reçoit le prix Nobel de la paix. Donc voilà, si vous voulez, le tableau général de la situation de la France à ce moment-là, qui entre en guerre froide. Guy Mollet, Robert Schuman, Léon Jouot. Voilà. Alors, après la République des partis, nous avons une politique française contrainte. Contrainte par quoi? Contrainte par la guerre froide. Car c'est une dimension absolument essentielle dont il faut tenir compte. Et d'abord, les conditions du redressement économique. Redressement économique avec la nécessité d'un plan d'équipement.
Ce plan d'équipement, soyons clairs, va être financé par l'aide du plan Marshall. Donc le plan Marshall a permis à la France de refaire sa base économique et ensuite de connaître une période de développement. L'aide dont reçoit la France est subordonnée à un certain nombre de conditions. Parmi ces conditions, il y a le fait de chasser les ministres communistes du gouvernement. Nous savons que Paul Ramadier l'a déjà fait. Mais cela se produit également en Belgique, au Luxembourg, en Italie. Donc c'est une condition. Pas de communistes au gouvernement. Seconde condition, il faut que la France permette le développement de l'Allemagne. Il faut que la France permette le relèvement, plus que développement, le relèvement de l'Allemagne. Alors ce relèvement de l'Allemagne, effectivement, c'est quelque chose qui va heurter la résistance. Car pour la résistance, les Allemands, ce sont toujours les Boches, ils ont occupé la France, ils ont fait régner la terreur, en particulier en 1944, etc. Mais l'Allemagne a été bombardée très sévèrement par les Alliés. Et voici une photo qui est prise dans une ville allemande où on voit les monceaux de ruines, dont les ruines sont tout à fait considérables. Voici une autre photo. Là, nous sommes à Berlin, avec cette grande banderole qui dit « Jusqu'ici, démocratie et reconstruction pacifique. Là-bas, dictature, bellicisme et ruine. » Autrement dit, c'est une banderole qui se place dans le camp des États-Unis. Donc ici, c'est la démocratie, là-bas, c'est la dictature. Mais on va reconstruire le pays. On va reconstruire le pays. Et effectivement, vous avez le Parti communiste qui, lui, donc, soutient le bloc de l'Est. Autour de cette idée, je l'ai déjà dit, le parti 75 000 fusillés pour des lendemains qui chantent. Donc, il faut reconstruire le pays. Et le plan Marshall est la condition du redressement économique. Mais on va vers la troisième force. Pourquoi vers la troisième force? Pour les raisons que je vous ai déjà indiquées. Les communistes sont en dehors et les gaullistes également. Il faut donc trouver un moyen pour réunir tous les autres. Or, il se trouve que c'est la guerre froide qui va forger ces positions. Bon, les gaullistes, ils se sont mis en dehors parce que c'était les idées constitutionnelles de Gaulle. Les communistes, c'est depuis la guerre froide. Et les communistes ont une puissance considérable à l'époque. Donc, ils sont en dehors également. En Europe de l'Est, les partis communistes ont réussi à imposer l'unité organique. Donc, il n'y a plus qu'un seul parti. Un seul parti qui a le monopole du pouvoir et selon le modèle soviétique. Les pays d'Europe de l'Est acceptent même les purges imposées par les soviétiques, où on voit parfois des dirigeants au plus haut niveau, qui sont accusés de trahison en faveur de l'Occident. Ce sont des procès fabriqués, truqués, etc. Mais en même temps, alors bien sûr, certains n'y croient pas parce que, pas que les communistes, mais certains n'y croient pas parce que les accusés reconnaissent qu'ils ont trahi. Et ils récitent un discours qui a été prévu à l'avance. Mais un certain nombre de choses apparaissent de façon tout à fait évidente. Et en particulier, ces faits qui figent les positions. Par exemple, en Tchécoslovaquie. Tchécoslovaquie qui était un modèle de démocratie en Europe centrale et orientale. C'était le seul pays avant-guerre, où il y avait des élections démocratiques. C'est un pays où, après-guerre, il y a à nouveau des élections. Le Parti communiste frôle la majorité, mais il ne l'obtient pas. Seulement au cours de ce qu'on appelle en Occident le coup de Prague, le 24 février 1948, les milices ouvrières qui ont été armées participent à une prise du pouvoir.
C'est-à-dire que le Parti communiste, avec ses alliés socialistes, qui sont contre forcés pratiquement, hein, va diriger la Tchécoslovaquie, et donc la Tchécoslovaquie s'aligne sur le modèle soviétique. Il y a également un autre fait que nous avons vu l'année dernière, dont je passe rapidement, dont l'Allemagne a été divisée en, vous le voyez, 4 zones. Vous avez une zone soviétique qui se trouve à l'est, bien entendu, avec Berlin au cœur de la zone soviétique. Vous avez la zone britannique, vous avez la zone française et vous avez la zone nord-américaine. Alors voici Berlin. Alors c'est bien sûr une caricature. C'est Berlin qui se trouve dans la zone soviétique, entouré donc par les soviétiques, mais qui est une sorte d'enclave à l'intérieur. Et vous voyez les drapeaux français, britanniques et nord-américains, avec insérés par cet ours qui représente l'URSS, avec cette casquette et l'étoile rouge. Alors le blocus de Berlin, il suffit que les soviétiques ferment la voie d'accès pour que Berlin soit totalement isolé. Et les secteurs occidentaux ne reçoivent plus rien, ne serait-ce que la nourriture, que les biens indispensables, nécessaires. Alors, les soviétiques instituent ce que l'on va appeler le blocus de Berlin. Le blocus de Berlin qui va durer pratiquement une année, qui va du 24 juin 1948 au 12 mai 1949. Et alors, voici quelques vues du blocus de Berlin. C'est un pont aérien qui est créé par les Nord-Américains, dont les Nord-Américains vont ravitailler Berlin pendant presque un an. Et tout est suspendu à ce pont aérien. Et voici des enfants, essentiellement des enfants, pas seulement, mais essentiellement, qui regardent le pont aérien. Dans les avions qui décollent et qui se posent donc à Berlin ouest, c'est-à-dire ouest, les 3 zones occidentales. Voici un avion qui est déchargé, et vous constatez que beaucoup de ces enfants sont nu-pieds, n'ont pas de chaussures, donc manque de choses qui sont considérées comme indispensables. Voici également une caricature occidentale, bien entendu. Les Alliés envoient des vivres, des vêtements, des bonbons, des jouets. Ce sont deux gardes est-allemands ou soviétiques qui parlent. Je sais, le monde libre, c'est l'horreur. Donc voilà, de façon humoristique, représenter le blocus de Berlin. Donc le blocus de Berlin, c'est quelque chose qui tient en haleine les pays occidentaux. Et puis, il y a, alors voici, c'est la fin du blocus de Berlin. Un jour, les soviétiques lèvent le blocus, dont les Nord-Américains ont gagné grâce au pont aérien. Et bien entendu, là, ils lèvent le bras pour manifester leur joie et leur victoire. Mais il y a un autre événement qui se produit également et qu'il faut signaler, ce sont des émeutes ouvrières qui ont lieu à Berlin-Est. Nous sommes en juin 1953. Donc dans le pays où la classe ouvrière est censée être au pouvoir, eh bien vous avez des ouvriers qui se soulèvent au cours d'émeutes. Et elles sont réprimées. Elles sont réprimées à la fois par les autorités est-allemandes et par les soviétiques qui sont présents, bien entendu. Pendant ce temps, alors, le coup de Prague, vous avez les dates, 24 février, le blocus de Berlin, 24 juin 48 au 12 mai 49, les émeutes ouvrières de Berlin-Est, qui commencent le 17 juin 1953. Alors, pendant ce temps, les Occidentaux vont signer avec ceux qui vont devenir leurs alliés un traité, dont petit 2, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Alors, ce sont les Occidentaux qui signent cela. Alors, qu'appelle-t-on les Occidentaux? Les Occidentaux, c'est très simple, ce sont tous ceux qui acceptent le plan Marshall, l'aide du plan Marshall. Donc, quand on parle des Occidentaux, ce sont les Français, les Britanniques, les Allemands, etc. Donc, tous ceux qui acceptent le plan Marshall. Et ce sont les Occidentaux qui vont donc signer ce traité, le traité de l'Atlantique Nord.
Il sera signé le 4 avril 1949. Il sera signé par les responsables politiques. Mais attention, il faut qu'il soit ratifié. Parce que dans une démocratie, il faut que les députés, l'Assemblée nationale en France, votent l'acceptation du traité. Donc, le traité sera accepté, ce qui veut dire que la France se trouve sous le parapluie atomique nord-américain. À ce moment-là, les États-Unis sont une puissance nucléaire, les Soviétiques le deviennent également, à ce moment-là, mais la France est sous la protection des États-Unis d'Amérique du Nord, sous ce fameux parapluie atomique. Et le quartier, alors voici les pays qui participent au traité de l'Atlantique Nord. Vous voyez, c'était essentiellement l'Amérique du Nord moins le Mexique, puisque le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord, et l'Europe occidentale. L'Europe occidentale avec quelques alliés comme la Turquie par exemple. Donc le traité est signé, mais donc c'est l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord, que en anglais on appelle le NATO. Voici les pays qui en font partie. Vous le voyez, les pays membres de l'OTAN, vous voyez qui sont extrêmement nombreux. Ce sont tous les pays. Alors ça, c'est pays membres de l'OTAN, c'est aujourd'hui, attention. Donc vous avez la Roumanie, vous avez la Slovaquie, vous avez la Pologne. À l'époque, ils ne faisaient pas partie de l'OTAN. À l'époque, ils entreront dans ce qu'on appellera le pacte de Varsovie. Mais aujourd'hui, l'OTAN s'est élargi par rapport à ce que nous avons vu, bien entendu, précédemment. Mais le problème de la France, il est très simple et terriblement compliqué. Ça, c'est le siège de l'OTAN en France à Rocancourt. Voilà. Ce sont les bâtiments qui sont construits à ce moment-là. Et le chef de l'OTAN, c'est le général Eisenhower. C'est celui qui commandait les troupes nord-américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je disais que pour les Français, le problème c'est d'empêcher l'Allemagne de retourner sa puissance restaurée, contre la France. Les Nord-Américains et les Anglo-Saxons veulent que l'Allemagne soit relevée. Donc l'Allemagne va redevenir puissante. Mais il ne faut pas que l'Allemagne retourne sa puissance contre la France. Comment faire? Eh bien, Schuman a un plan qui est imaginé par Jean Monnet. Ce plan, c'est d'une part la CECA, qui est présentée par René Pleven, la communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, qui est signée le 15 mai 1951 et qui prévoit que 6 pays, le Benelux, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, plus la France, l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, c'est-à-dire la République fédérale d'Allemagne, et la France, dans 6 pays, ont un pacte, une communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est-à-dire qu'on fait du charbon et de l'acier ensemble. Alors pourquoi? Parce qu'avec de l'acier, on peut faire de l'armement, bien entendu. Et il ne faut pas que l'Allemagne se dote d'une armée pour se retourner contre la France. Donc, vous avez cette difficulté qui existe en France. Et la guerre froide va s'imposer à la France. Les Américains, les Nord-Américains vont demander que l'on crée une organisation européenne de coopération économique pour se répartir les crédits du plan Marshall. Parce qu'ils ne veulent pas, eux, entrer dans cette mécanique, ils ne veulent pas être, je dirais, victimes de surenchères des uns et des autres. Donc, les Européens, on leur donne une enveloppe globale et ils se répartissent les crédits eux-mêmes, dont nous n'intervenons pas. C'est l'OECE, Organisation européenne de coopération économique. Et donc, la guerre froide va s'imposer à la France. Elle va s'imposer à la France pourquoi? Parce qu'il y a la guerre de Corée. La guerre de Corée, c'est de 1950 à 1953. Le 25 juin 1950, la Corée du Nord attaque la Corée du Sud. La Corée du Nord, c'était la zone où les Soviétiques étaient arrivés au moment des bombardements atomiques du Japon.
Et la Corée du Sud, c'était la zone qui était déjà occupée par les Nord-Américains. Mais ces deux régimes, la Corée du Nord, c'est une dictature communiste, la Corée du Sud, c'est une autre dictature soutenue par les États-Unis. Donc vous avez ces deux Corées qui sont face à face et la Corée du Nord attaque la Corée du Sud. La France, qui a adopté la CECA, se trouve confrontée à une hypothèse. Est-ce qu'il ne faut pas créer une armée européenne pour éviter que l'Allemagne n'ait sa propre armée? Et c'est Pleven qui va présenter un projet qui vise à intégrer les contingents allemands dans une armée européenne. Cette armée européenne, on l'appellera la CED. C'est la Communauté européenne de défense. Mais tout cela découle de cet affrontement entre les blocs, bien entendu. Mais la CED ne sera pas mise aux voix à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les communistes vont voter contre la CED, parce qu'ils considèrent que c'est une arme contre le bloc de l'Est, et les gaullistes ne veulent pas qu'il y ait des troupes françaises sous commandement nord-américain. Donc, si on met la CED aux voix, elle sera rejetée. Donc on ne la met pas aux voix. Et nous verrons ce que va devenir la CED. Mais pendant ce temps, la guerre de Corée fait rage. Et la guerre de Corée fait rage, et elle va durer 3 ans. Elle va durer 3 ans, et ce sera la première guerre que les Américains, les Nord-Américains, ne gagneront pas. Elle se terminera par, je dirais, le gel des positions des uns et des autres. Mais la France, alors voici les Nord-Américains pendant la guerre de Corée. Mais la France, qui est l'allié des États-Unis d'Amérique du Nord, se doit de participer à la guerre de Corée. Alors la guerre de Corée, l'intervention nord-américaine est approuvée par l'ONU parce que l'URSS à ce moment-là fait la politique à la chaise vide. Et donc, elle ne vote pas contre l'intervention nord-américaine puisqu'elle n'est pas là. Mais les Français, eux, sont tenus d'y participer. Alors ils envoient un bataillon. Un bataillon, c'est assez peu de choses. Un bataillon, en théorie, c'est autour de 1000 hommes. Et donc, vous voyez, bataillon français pendant la guerre de Corée. Alors, on a quelques images de ce bataillon français. Alors, voici un insigne que portaient ces soldats français, bataillon français, vous le voyez écrit, ONU, dans le cadre donc de la guerre de Corée. Voici des soldats en progression pendant la guerre de Corée également. Mais en même temps, la France, il faut bien s'en rendre compte, est prise dans des contradictions. Contradictions par rapport à l'Allemagne. On n'est pas encore à l'heure où il y aura la réconciliation franco-allemande. Et puis, la France est engagée dans d'autres guerres. D'autres guerres, et en particulier à ce moment-là, c'est la guerre d'Indochine. Et à ce moment-là déjà aussi, il y a l'ébranlement de l'Empire. Mais cela, l'ébranlement de l'Empire, nous l'avons déjà vu. Maintenant, nous avons comblé, je dirais, ce vide qui restait pour un des groupes. Et donc, nous avons commencé l'ébranlement de l'Empire. Et le cours suivant concernera la première phase de la guerre d'Indochine. Donc, à bientôt pour la guerre d'Indochine.